En même temps, il y a les règles, puis il y a la complexité de leur application. C'est-à-dire que dans certains cas, la règle existe, mais les efforts pour l'atteindre, pour démontrer qu'on l'atteint, la paperasse qui est associée avec la règle devient vraiment très intense et difficile. Fait qu'on est d'accord avec les objectifs qui sont recherchés de façon générale, mais est-ce que ça peut être simple? Est-ce qu'on peut simplifier la paperasse, la lourdeur administrative, etc., pour que le producteur puisse passer plus de temps dans son champ à travailler plutôt qu'à remplir de la paperasse? Ce qui est de plus en plus le cas. Faire l'épicerie et bien manger coûte de plus en plus cher. On veut savoir pourquoi, comment ça marche la distribution. On se retrouve aujourd'hui en exclusivité pour une première fois dans le plus grand réfrigérateur à l'est du Canada. On est à l'APMQ. On jase avec la directrice générale adjointe, Catherine Lessard. Tu sais, Catherine, des fois, là, je suis jaloux de mes fruits et légumes. Pourquoi donc, Fred? Ils voyagent plus que moi. Ah, ça, c'est sûr. Hey, c'est sûr. Sérieux? Quand des allers-retours au Mexique de temps en temps ou presque à chaque jour? On est où, là, ici, Madame Catherine Lessard? Bien, bienvenue à la place des producteurs. Merci. On est en direct d'une chambre frigorifiée. Oui, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud, en effet, mais ça fait du bien de l'extérieur où il fait pas mal chaud. Ouais. Donc, les producteurs, locataires de la place des producteurs viennent à tous les soirs, ici à la PDP, vendre leurs produits. Alors, pendant la journée, ils récoltent dans les champs. Ensuite, ils mettent ça dans un camion, ils viennent ici, puis ils les vendent à des commerces, que ce soit des institutions, des marchés Jean Talon, etc. Puis ils repartent au petit matin. Fait que c'est pour ça que... OK, là, on est sur l'heure du midi, pas loin de... Exact. Donc ici, c'est un frigidaire. C'est le plus gros frigidaire réfrigérateur du Québec. Littéralement. On est le plus gros marché de légumes, là, qui est sur le marché de gros, où les producteurs vendent directement à l'est de l'Ontario. Donc ça, c'est géré par l'APMQ, Oui. l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Toi, tu es Exactement. l'adjointe administrative, l'adjointe... Je suis la directrice générale Oh, adjointe. directrice générale Oui, adjointe. quand même. OK, quand même. On parle pas à n'importe qui. Non, certainement pas. On est là aussi aujourd'hui pour savoir ce qui se passe dans le fameux frigidaire des gens Exact. qui ont faim et qui commencent à trouver ça cher. Parce que aussi, le but de communiquer aussi, le but du podcast, c'est d'avoir une compréhension de ce qui se passe sur le marché présentement des épiceries. Ouais. Qui décide des prix? Oui. Qui travaille pour qui? Qui décide de, bon, OK, ça, c'est une belle carotte ou pas? On va partir de la base sur ça touche à combien de personnes ici? Il y a combien d'agriculteurs, de cultivateurs, comme on dit dans le temps, Ouais. qui viennent ici la nuit porter leur récolte? Oui, bien ici, on vend les produits d'une centaine de producteurs, parmi les plus gros du Québec, mais il y en a de toutes les tailles aussi. On vend à la fois des produits, je dirais, plus généraux, des tomates, des poivrons, etc., puis un certain nombre aussi de produits de spécialité qui sont plus difficiles à trouver. Donc, une centaine qui viennent de jusque où, mettons? Parce qu'on est sur l'île de Montréal. Oui, on est sur l'île de Montréal. C'est principalement les producteurs de la Montérégie qui vont venir et puis aussi ceux de la Naudière. Fait qu'à la fois la rive sud, la rive nord. OK. C'est pour ça qu'on est situé ici à Montréal. Et ça va où, ça? Ces fruits-là, et légumes surtout, hein? Plus de légumes que de fruits. C'est des légumes, mais on a aussi des fraises OK, en des période fraises, estivale, Ouais. puis c'est un gros vendeur. Je dirais les produits qu'on vend ici à la PDP vont surtout dans les marchés fermiers qu'on voit par exemple là, sur le bord des routes, là, entre autres dans la région de la Naudière et ailleurs, vers les restaurants également, vers les marchés publics. Dans certains cas, c'est des produits qui vont être vendus, là, marché de Jean Talon, marché Atwater, puis les fruiteries. OK. Puis les épiceries. Là, on est là pour parler Oui. aussi des épiceries. Tout à fait. Parce que la plupart des gens, dans le Grand Québec, un peu partout au Québec, on va dans des épiceries. Oh oui. Et les marchés publics, c'est assez rare, c'est pas long dans la saison. Bon, pour comprendre comment ça fonctionne, qui décide de quoi par rapport au prix? Parce que là, Ouais. vous, ici, vous recevez la matière première, si on veut. Oui, mais on ne reçoit pas tout. Tu sais, c'est une partie de la production qui passe ici par la PDP, mais la grande majorité des produits là, que les auditeurs achètent Ouais. va être en fait envoyé directement là, au centre de distribution des grandes chaînes.
Alors, c'est comme ça que ça se passe. Les producteurs vont vendre, là, vont aller livrer, en fait, leur production là, vers les grands centres là, des distributeurs. Bon, mettons un exemple. Si j'ai un IGA, je vais à mon IGA à Drummondville. Oui. Bien, normalement, en fait, les producteurs vont aller livrer au centre de distribution de Sobeys, parce que IGA, c'est Sobeys. Puis ensuite, bien, Sobeys va aller redistribuer les légumes puis toutes les productions dans leurs divers magasins. C'est comme ça que ça va se passer. C'est la même chose pour l'Oblast, c'est la même chose également pour Métro. Donc là, il y en a 5 au Canada. Il faut comprendre aussi qu'il y a des grandes chaînes. Là. Ça fait pas longtemps non plus, le top 5 des acheteurs canadiens. Oui. Donc là, tu en as nommé 2. J'en ai nommé 3. Métro, Sobeys. On a également l'Oblast. Ensuite, on a Walmart qui vend de plus en plus dans le marché frais. C'est un joueur des dernières années. Puis Costco. Le fameux Costco. Oui. Donc, ces gens-là négocient des prix parce qu'ils achètent en grande quantité, en gros. Exactement. Puis ils mettent les producteurs en compétition les uns avec les autres. Puis aussi les producteurs là, qui produisent aux États-Unis ou encore au Mexique ou ailleurs. Et puis en fait, bien, les producteurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est dire combien ils sont prêts à offrir là, pour vendre leurs produits. Puis bien, les acheteurs vont leur revenir en disant c'est trop cher, il y en a qui m'offrent moins. Alors c'est vraiment ça, là, c'est une négociation en fait entre la chaîne et puis le producteur. Mais on dit que les producteurs sont preneurs de prix parce qu'en même temps, s'ils négocient trop à la hausse puis qu'il y en a d'autres qui sont prêts à faire des prix plus bas, bien, ça va toujours être aligné là, sur le prix le plus bas qui est disponible sur le marché, que ce soit les produits d'ici ou les produits d'ailleurs. Donc, il y a une compétition vraiment assez incroyable. Oh, c'est féroce. Oui. C'est féroce? Oui. Jusqu'où c'est féroce? Tu appuies le mot féroce. Exemple, je suis producteur de pommes de terre. Oui. Dans l'est de la province, mettons, parce qu'il y a beaucoup au Nouveau-Brunswick, etc., mais vers l'est, donc, ça prend un grand champ. Bon, puis là, je me retrouve à vendre emmener mes patates ici, et je me retrouve en compétition avec un producteur, je sais pas moi, de l'Arkansas ou du Texas. Tout à fait. Ça peut venir en effet d'un autre endroit là, nord-américain. Puis tout dépend aussi de la situation. Tu sais, si les producteurs ont par exemple des produits à écouler ou qui veulent s'assurer de vendre très rapidement, surtout dans le cas des produits périssables. Tu sais, on est en pleine saison présentement de la laitue. Si le producteur, il y a de la laitue qui doit sortir maintenant parce qu'éventuellement elle est récoltée et qu'elle sera plus bonne, mais il est prêt à prendre à peu près n'importe quel prix là, pour ça, donc de baisser beaucoup ses prix. Alors, c'est ça la dynamique. Le fait que parfois, c'est difficile là, d'aller chercher des prix qui permettent aussi de couvrir les coûts de production. Oui, bien, tu arrives dans une belle zone, là, quand tu dis que c'est très difficile, puis de couvrir les frais de production, ça veut dire quoi, clairement? Ça veut dire que un grossiste là, qui vend justement la même laitue qui vient des États-Unis ou de l'Ouest canadien peut dire, ben écoute, que moi, je te fais ça à moitié prix, puis le gars se ramasse avec sa laitue qui va pourrir dans son champ. Exactement, c'est ça qui arrive. C'est ça la réalité. Okay. C'est que parfois, les producteurs restent pris avec leurs produits. Il y a des banques alimentaires, ils vont les donner, etc. Mais les producteurs sont aussi, ont une certaine pression là, pour vendre leurs produits coûte que coûte, puis quand même rentrer un revenu. Là. Alors, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves ça sain comme marché? C'est vraiment une bonne question. Tu sais, moi, sur une base quotidienne, la raison pourquoi je travaille à la PMQ puis qu'est-ce qui m'anime, c'est de m'assurer qu'il y a encore des producteurs locaux dans 10 ans, dans 20 ans, puis qu'on puisse continuer avec ça. C'est sûr que quand les producteurs, comme maintenant, ont de la difficulté à obtenir un bénéfice à la fin de l'année, bien, ça met en question la survie financière de notre secteur maraîcher. Et puis, oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'éventuellement, on voit aussi un mouvement de consolidation. Des fermes maraîchères, il y en a de moins en moins. Il y a des joueurs qu'on perd. Puis, bien, si on continue avec des prix bas puis avec une grosse pression sur le prix, bien, ça va continuer comme ça. Puis, éventuellement, on ne veut pas que ça soit le Mexique qui nous nourrisse en légumes. Donc, oui, c'est inquiétant, certainement. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant? C'est pas la disponibilité, là. C'est pas, tu sais, on a des champs en masse, on a des travailleurs, on a... Mais pour l'instant, puis tu m'amènes, Fred, à un endroit intéressant aussi. Mais avec les changements climatiques, la situation change, dans le sens où la fin de semaine passée, le 20-21 juin, il y a eu des pluies importantes dans la région, puis ça l'amène de la perte de production. Puis si ces dommages-là, dus au changement climatique, sont plus vastes puis qu'il y a beaucoup de destruction, bien, on pourrait arriver avec des moments où est-ce que de la laitue du Québec, il n'y en a pas, puis qu'on voit des pénuries
pénurie là, de plus en plus arriver. On n'est pas habitué à ça au Québec, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Nous, à la PMQ, on a regardé, par exemple, le cas irlandais, où ils ont eu des pénuries de légumes pendant certaines années, puis qu'ils n'étaient pas capables d'aller en acheter sur les marchés étrangers. Fait que ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Sans vouloir être pessimiste, avec moins de producteurs, avec une production qui est plus concentrée, avec aussi des enjeux, là, je dirais, au niveau de la politique internationale, on n'est pas à l'abri de ça. Mais les changements climatiques, là, c'est pas juste au Québec, là. C'est aussi en Ontario. Oui. Oui. Et Oui. ça va arriver partout. Donc, ça va être de plus en plus difficile pour tout le monde. Mais donc, ça va coûter de plus en plus cher, peu importe. C'est ça que les experts disent, en effet, que le prix de l'alimentation risque d'augmenter. Mais en même temps, il faut s'assurer que le producteur, à la fin, est capable de continuer à avoir de l'argent pour pouvoir poursuivre ses activités, pour que justement, il faut manger. C'est la base de la vie, là, c'est de manger. Voilà, puis c'est en ayant aussi des producteurs là, qui sont en mesure de fournir la production qu'on a aussi des prix qui sont intéressants, là. Il y a un équilibre à trouver. C'est parce que là, à un moment donné, c'est parce que c'est une question de rentabilité, puis on est dans un monde, il faut faire du profit. Si on vient au top 5 qui possède quand même 75 le top 5 des propriétaires de marché d'alimentation. Oui, c'est très concentré. C'est 75 du marché canadien, là. Exact. Ça, c'est le volet canadien. Est-ce que le Québec peut avoir des façons de travailler différentes par rapport au reste du Canada? Bien, je pense que les gens veulent avoir des légumes, de l'épicerie à proximité. Puis présentement, bien, c'est le système qu'on a. Le gouvernement canadien a essayé là, d'aller attirer des compétiteurs, d'autres chaînes, des gens d'ailleurs qui viendraient ouvrir des épiceries. Puis ça ne fonctionne pas très bien. Fait que je pense que c'est davantage... Le gouvernement canadien essaie d'avoir ça? Oui, il essaie d'augmenter la compétition au niveau du détail pour baisser le prix de l'épicerie. C'est sûr qu'ils font encourager, mais ils sont sûrement pas bienvenus par rapport au marché qui est établi. C'est exactement ça. C'est pas évident d'augmenter cette compétition-là. En même temps, il y a d'autres avenues. Les gens peuvent acheter, on le mentionnait, dans les marchés locaux, dans les marchés fermiers, acheter directement aux producteurs. Dans certains cas, c'est possible aussi. Mais je pense que la voie qui est probablement la plus intéressante, c'est d'améliorer nos relations avec les grandes chaînes puis s'assurer d'avoir une solution gagnant-gagnant dans le futur où les chaînes s'assurent d'avoir un approvisionnement local qui perdure dans les prochaines années puis que les fermes ont assez d'argent pour être capables de poursuivre leurs opérations. Qu'est-ce qui coûte si cher que ça? C'est une bonne question. Quand on regarde les données, puis qu'on regarde comment est réparti le dollar alimentaire là, au Canada, il y a à peu près 11 sous sur chaque dollar qui va au producteur. Fait que c'est pas le producteur qui coûte cher quand on mange, puis le détaillant, c'est 16 sous. C'est comme l'essence, hein? Les taxes pour ce qui disparaissent. OK, qui fait de l'argent au bout du compte? C'est ça. Fait que ça coûte plus cher, entre guillemets, la distribution, le détail au niveau de l'alimentation que directement la production. Entre les deux, il y a des intermédiaires, il y a du transport. Quand on parlait de tes légumes, là, Fred, qui venaient du Mexique, ça coûte cher de transport aussi, les faire venir comme ça, c'est à prendre en compte. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes, la transformation aussi dans certains cas, qui augmente en fait la valeur. Et dans un but de faire toujours plus de profit. Tout à après fait. ça, on peut se poser la question, quand tu fais 10 de profit annuel, jusqu'où tu veux aller là, sur l'alimentation des gens? Surtout quand on a beaucoup de volume. On le sait, les grandes chaînes, je veux dire, ils ont des rapports annuels, financiers annuels, on est au courant, ils font du profit là-dessus. On est au courant, mais ça a l'air qu'on n'a pas on n'a pas totalement accès à tous les chiffres de tous ces propriétaires-là, à 80 75-80 là, des épiceries canadiennes, quand même. Jusqu'où tu penses que ça va aller? Jusqu'où on veut faire du profit? Là, c'est une question piège pour toi. Là, c'est difficile à répondre. Moi, je dirais qu'à un moment donné, il faut trouver un équilibre aussi. Faire du profit, c'est bien beau, mais il faut que les gens mangent. Puis il faut que les gens mangent aussi à un prix qui est raisonnable, à un coût qui est raisonnable. Puis les producteurs peuvent aider avec ça. Puis comme je le disais, il faut que les fermes aussi fassent leurs frais. Présentement, ils sont de plus en plus... leurs marges bénéficiaires sont de plus en plus faibles. On suit bien sûr la situation financière de nos fermes. Puis on a diminué de façon importante là, ce qui reste dans les poches des agriculteurs. Fait que c'est ça qui nous inquiète.
L'agriculteur qui est sur le bord de la 20, là, dans le coin de Drummondville ou Victoriaville, dans ce coin-là, tu sais, c'est des champs, c'est des espaces incroyables. Lui, là, s'il n'est pas membre de l'association, parce que c'est pas tout le monde qui est membre de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. C'est pas tout le monde. Donc, lui peut aller vendre à son métro du coin. Est-ce que le métro a le droit? Bien, en fait, le métro local a un certain pourcentage de produits, là, de tout ce qu'il vend en magasin, qu'il peut acheter lui-même. Sinon, le reste, ça doit s'acheter au grand centre de distribution. Fait que la marge de manœuvre de mon épicier local pour acheter des produits locaux est quand même assez faible. Là. On parle d'un 10-15 % environ. Qui a le droit tout ce qu'il achète en magasin. Il a le droit d'aller acheter à son voisin qu'il connaît depuis longtemps. Oui, puis il peut décider d'acheter des biscuits parce qu'il y a un bon deal. Il peut décider d'acheter... C'est tout ce qu'il peut acheter, lui, directement de son côté. Là. Puis c'est pas juste des légumes à ce moment-là, ou des fruits, ou des produits frais. Fait que la marge de manœuvre des épiciers locaux est quand même très, très diminuée. Là. Il faut qu'ils... sinon, c'est vraiment les centres de distribution qui fournissent le gars en question. Oui. Mais justement, si on prend l'exemple du métro à Drummondville, exemple, encore, donc les gens là-bas, s'il n'y a pas d'indépendants ou d'acteurs locaux, ils n'ont pas le choix d'aller là. Exactement. On est comme dans un gouffre qui s'enlise, là. Tu sais, on s'en va vers... on espère que les grandes chaînes, les distributeurs, là, les centres de distribution vont favoriser aussi nos produits locaux lorsqu'ils sont disponibles. Dire, écoute, on peut-tu... Justement, encore au métro de Vito, on peut-tu augmenter le pourcentage? On peut-tu avoir du 25-30 % en haute saison? Ça serait déjà une excellente chose. Ou tout simplement de s'assurer aussi que ce qu'on envoie aux chaînes, ça soit des produits locaux. Dans certains cas, on se retrouve, puis un bon exemple de ça. On avait la saison des asperges il n'y a pas longtemps. Ouais. J'espère que tu en as mangé. Oui, oui, c'est bon. Avec les élastiques jaunes du Québec. Ouais. Et puis, c'est ça, moi, je suis arrivée dans mon maxi local à Montréal, puis c'est des asperges de l'Ontario qu'il y avait sur les étals. Pourtant, on était en pleine période d'asperges. Qu'est-ce qui s'est passé? Bel exemple. Bon, tu as des champs d'asperges ici. C'est parti, la récolte. Sont où, ces asperges-là? Les asperges, normalement, s'en vont chez les acheteurs, justement, les centres de distribution. Mais dans certains cas, ils décident d'acheter des asperges ontariennes parce qu'ils sont moins chers. C'est ça qui se passe également. Fait que nous, on essaie de parler... Nos asperges qu'on a récoltées sont rendues où? Sont jetées ou sont pas achetées? Non, ils sont pas jetés. Ils sont pas jetés. Ils ont fini dans différents centres. Là. On les suit pas non plus à la pièce. Mais c'est sûr que, comme consommateur, c'est intéressant d'arriver dans son épicerie puis avoir des asperges du Québec lorsqu'elles sont disponibles. Elles étaient peut-être un peu plus chères. C'est ça aussi qu'on voit. C'est que quand on regarde le prix des asperges, celles d'Ontario arrivent au Québec moins chères. Fait que ça peut devenir aussi une façon là, de baisser les prix pour les chaînes. Puis je les blâme pas, là, dans certains cas. C'est ça qui permet de possiblement offrir des produits un peu moins chers, mais on veut pas que ce soit fait sur le dos de nos producteurs locaux non plus. Ça, c'est un fait, parce que le consommateur a toujours raison au bout du compte. Si tu arrives devant un démo là, de fruits ou de légumes, tu as des produits du Québec qui coûtent, je sais pas moi, 5 $. Puis tu as des produits hors Québec qui vont coûter 3 $. Et exemple, c'est des fraises. Comment on peut essayer de faire comprendre aux gens que ton 2 $ de plus devrait le donner au Québec parce que ça va aider... Mais tu sais, c'est le portefeuille qui parle là, quand tu arrives à la caisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que les consommateurs peuvent demander les produits du Québec, choisir les produits du Québec, puis faire en sorte aussi que les acheteurs, les grands acheteurs, voient une valeur additionnelle à s'approvisionner au Québec versus au Mexique puis aux États-Unis. Puis ça se fait pas nécessairement à prix plus élevé. Hein? Quand c'est de saison, c'est quand même des bons prix là, qui peuvent, c'est une question de transport, j'imagine. Oui, quand le prix du diesel est élevé. Comme en ce moment, là, c'est certain que nos producteurs locaux ont plus d'avantages là, pour ça. Donc ça, c'est l'inverse, le paradoxe du marché, dans le fond aussi. Plus que l'essence, le diesel pour le transport est cher, plus avantage le marché local. Tout à fait. Parce que tu vas aller chercher moins loin. Tu n'iras pas au Mexique ou au Canada. Voilà. Fait qu'un prix du diesel élevé favorise nos producteurs locaux. C'est dommage, mais
bien, c'est dommage pour les consommateurs qui doivent payer plus cher. Mais pour nos producteurs, c'est sûr que ça les avantage par rapport aux autres. Une augmentation de l'essence pour manger mieux, moins cher. C'est ça qu'on dit? Okay. Bien, il faut voir les choses du bon côté. Oui, ouais, c'est beau. C'est des belles lunettes là, qu'on se met. Donc, plusieurs choses aussi encore à discuter par rapport à la production. Oui. On est rendu en 2026. Là, on parle des cultivateurs dans le temps, les agriculteurs maintenant. C'est presque noble. On fait de la nourriture. On fait pousser dans nos champs, dans notre territoire, la nourriture. Y a-tu des nouvelles façons? Y a-tu peut-être des nouvelles tendances? Ouais. On a du vent, on a du soleil, on a des rivières, on a des champs, on a des forêts. Au Québec, dans notre territoire, est-ce qu'on pourrait être peut-être plus productif en autosuffisance, avoir des nouvelles idées, des serres? Bien, il y a des nouvelles productions dans certains cas. Les serres, ils ont été très développées, Ouais. là, tu mentionnais. Il y a eu beaucoup de développement au niveau des serres, entre autres soutenus là, par des investissements importants là, qui ont été faits au niveau du ministère de l'Agriculture. Fait que ça va, mais il y a une limite. On ne peut pas tout faire pousser en serre non plus en période hivernale. Au niveau des nouvelles choses, on a des produits, par exemple, qui étaient moins produits au Québec ou qu'on n'avait pas l'habitude de produire au Québec puis qu'on voit émerger, entre autres, en raison d'un climat plus chaud. OK. Un exemple de ça, c'est la patate douce. Maintenant, vous pouvez avoir de la patate douce québécoise là, dans les épiceries, ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a 20 ans, qu'on voyait beaucoup moins. En termes de production, les innovations qu'on voit de plus en plus, bien, des bonnes pratiques environnementales qui sont développées pour, entre autres, mieux combattre les ravageurs. Aussi, ben, on robotise de plus en plus la production au champ. Ça prend beaucoup de main-d'œuvre pour récolter, par exemple, la laitue ou d'autres produits. Qu'on arrive avec des nouvelles technologies qui sont plus efficaces. C'est toutes des choses aussi qui sont développées. Là, Mais ça, c'est au profit de qui? Est-ce que c'est au profit du consommateur ou du producteur? Ou sinon du propriétaire, comme le top 5? On espère que ça va être à la fois au profit du producteur et du consommateur final. Parce que c'est une question d'énergie, j'imagine, parce que les serres, on s'entend que là, bon, pour la première fois aussi cet hiver, j'ai acheté des fraises québécoises de serre. Oui. Et ça fait 2-3 ans, je pense, mais là, c'était pas on goûtait pas le soleil du mois de juin et la pluie dans la fraise. C'était moins juteux, mais ça se peut. Mais sont bonnes. Par rapport aux fraises du Mexique qu'on a au mois de janvier, les fraises de serre québécoises sont vraiment supérieures. Sont-ils plus chers? Oui, ils sont plus chers. Oui, parce que ça prend de l'énergie faire mais pourtant, on ne va pas y chercher loin. Non, mais il faut chauffer les serres. Il faut avoir un éclairage aussi qui permet de les faire pousser. Alors, tout ça, ça amène des coûts de production qui sont plus élevés là, que des fraises en champ. Bon, autre question. Est-ce qu'on devrait peut-être revenir à un mode comme dans le temps, de manger ce qui est disponible dans la période de l'année? C'est-à-dire, c'est le temps du blé d'Inde, c'est le temps du maïs, c'est l'automne, mois d'août, septembre, la rentrée scolaire, on mange du maïs. L'été, les fraises, l'hiver, c'est les conserves. Ça fonctionnait, ça coûtait moins cher. Est-ce que c'est un luxe d'avoir disponible à longueur d'année des fruits et légumes qui sont en saison normalement? Oui, c'est un luxe. Puis avec les changements climatiques, ça risque de le devenir de plus en plus également. Hein? Puis avec une augmentation du coût de transport aussi, je dirais manger de saison, c'est probablement la meilleure façon d'encourager nos producteurs locaux aussi. Quand ils sont là, il faut les manger, il faut les utiliser. Puis tant mieux. Là, je pense que c'est un bon geste aussi pour la planète là, que de manger local. Ouais, est-ce que ça va être une tendance, tu penses? Tu as peut-être oublié ça, qu'est-ce qui coûte cher, là, c'est qu'est-ce qui pousse pas ici, qu'est-ce qui n'est pas disponible normalement, t'sais. Bon, dans le temps, il y avait, puis encore, dans le temps, je parle comme une personne plus âgée que ce que j'en ai l'air. Peut-être tu avais la clémentine qui arrivait. Là. La clémentine, en janvier, ça arrivait du Maroc. C'était OK, c'est une bonne nouvelle. OK, on va passer à travers l'hiver, c'est le fun. Puis après ça, on attendait les fraises. Est-ce que tu penses que ça va être une tendance? Une moment donné, les gens n'auront pas d'argent pour s'acheter toujours des affaires qui viennent de partout dans le monde? Bien, je pense que c'est déjà un peu le cas. Je dis ça, puis je regarde autour, mais on choisit aussi maintenant de plus en plus ce qu'on mange en fonction des spéciaux.
c'est ça que les études Oui, disent. c'est le portefeuille. Exactement. On regarde les rabais, puis on essaie de choisir en fonction de ça, mais les rabais sont aussi en fonction de la disponibilité des produits. Tu sais, quand les clémentines arrivent du Maroc en grande quantité, bien, c'est là qu'il va y avoir des rabais sur les clémentines, puis les gens vont les acheter à ce moment-là. Fait que manger en période de disponibilité, de grande disponibilité des produits, permet aussi de manger à plus faible coût. On mange des belles affaires aussi. Oui. Hein? Bon, là, c'est le sujet sur la beauté des légumes. Ah oui. Ça, je trouve ça complètement fou. D'ailleurs, ici, j'ai emmené des échantillons de mon frigo pour constater qu'en regardant, des fois, vous allez découvrir des choses comme Québec, les... Oui, ça, c'est Saint-Félicien, concombre de Saint-Félicien. Oui. J'imagine que Produit ça a en serre. poussé en serre, oui. Parce qu'à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, on a pas mal de serre aussi et c'est chauffé, je pense, avec du brandy qu'on utilise comme matière première. Ici, on est au Mexique. Mais moi, c'était sur la beauté des légumes et les pertes qu'on peut avoir. Puis ça, je comprends pas qu'une carotte, une carotte, qu'elle soit belle ou mauvaise ou pas belle, elle est bonne. Ça, c'est une belle carotte. C'est une très belle carotte. Très belle carotte. Elle est un peu courte, par exemple. Par rapport à sa... OK. Elle est un peu courte. OK. Donc, qui décide de ça, là? C'est la grandeur des carottes, puis... Bien, il y a deux choses. De un, puis je vais essayer de voir sans trop... Normalement, vous voyez, il est écrit catégorie numéro 1. OK, numéro 1. Oui. Pour être capable de vendre un produit comme étant une catégorie numéro 1, il faut que ça réponde à un certain nombre d'exigences de qualité. Je peux pas vendre de la catégorie... je peux pas vendre, par exemple, une carotte fourchue comme étant de la catégorie numéro 1. Ça, c'est des règles qui sont déterminées au niveau du Canada, puis aussi qui sont associées à des règles internationales. Fait que c'est là. Des règles internationales sur la beauté de la carotte. Absolument. Mais pourquoi? C'est une bonne question. Je pense qu'à la base, c'était... Puis j'étais pas là quand ça a été défini. Non, là, les c'est pas toi qui as critères décidé de ça, beauté. Non, les critères de beauté de la Ça, carotte, j'ai pas travaillé là-dessus. Ceci dit, c'était aussi pour s'assurer que ma carotte mexicaine qu'on amène, ben, elle soit d'une qualité semblable à ma carotte canadienne, qui a aussi été produite à partir de la catégorie numéro 1. Fait que c'était pour s'assurer qu'il y ait une espèce d'équité dans la beauté des carottes par rapport aux différents marchés. Es-tu d'accord avec ça? Bien, je pense que ça fait en sorte que dans certains cas, il y a des pertes, puis qu'il faudrait repenser aussi ces critères-là. Puis là, j'en ai pas parlé, mais les chaînes ont aussi des critères qui rajoutent, des spécifications sur qu'est-ce qu'ils vont acheter. Puis, bien, ça aussi, là, ça vient déterminer si un produit est acceptable ou non. Dans certains cas, on voit des produits qui ont des petits défauts, puis qui sont rejetés, puis qui ne peuvent pas être mis en marché. Ça, je pense que dans un contexte où est-ce que la nourriture est chère, puis que c'est compliqué, on pourrait avoir cette discussion-là. C'est la carotte, pauvre petite carotte qui se fait rejeter parce qu'elle croche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils font quoi, les gens? Avec les carottes, ils donnent quoi pour faire des compotes ou quelque chose? Pour la carotte, on a un merveilleux marché qui s'appelle la carotte à chevreuil. OK. La carotte de chevreuil. Oui, la carotte à chevreuil qui se vend assez bien. Puis, il y a une bonne demande pour ça. Fait que c'est comme ça qu'ils sont écoulés, les carottes du Québec. Ils sont très contents. Ils aiment vraiment la carotte fourchue. Puis, ça permet en effet de ne pas jeter ces carottes-là, de les écouler sur un marché malgré tout. Puis, il y a beaucoup de demandes de la part des chasseurs pour OK, mais outre fourchue. La carotte croche, qu'est-ce qui est... les concombres, tout ce qui est rejeté, est-ce que tu penses que ça pourrait changer? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est, mettons, 30 je pense, le pourcentage de fruits et de légumes qui sont rejetés parce qu'ils ne sont pas beaux. Ouais. Bien, je pense que les consommateurs ont un grand rôle à jouer par rapport à ça. C'est aussi d'accepter que le légume soit plus imparfait, puis de payer malgré tout un prix raisonnable pour ça. Est-ce qu'on peut l'avoir, ce légume-là, ou est-ce que dans des épiceries, je pense que de plus en plus, il y a des sections pas beaux légumes. Oui, mais en même temps, dans certains cas, ça met les légumes moches. On les appelle comme ça. Oui, mais dans certains cas, ça l'amène aussi une pression sur le prix des beaux légumes. Ben oui. Le producteur veut vendre avec premium, par exemple, ces beaux concombres pas moches. Puis là, l'épicerie va dire « Oui, mais j'ai un autre producteur qui m'a vendu ces légumes moches à tel prix, puis tu sais, je paye pas plus que ça parce qu'on va juste mettre ça en marché. » Fait que c'est ça toute la complexité, en fait, de gérer là, ces différentes catégories de beauté là, des légumes, c'est d'avoir aussi un équivalent
Puis c'est pas toujours simple. Non, non, je pense pas que ce soit simple pour la personne qui juge la beauté de la carotte ou du légume en général. Mais il y aurait du travail à faire avec les chaînes là-dessus. Dernier sujet par rapport à l'aide qu'on peut se faire entre nous, dans le fond, avec des différents paliers de gouvernement ou d'institutions qui existent, qui travaillent avec, pour, contre ou dans le même courant que vous autres. Oui. Il y a l'UPA et le fameux ministère MAPAC, le ministère de l'Alimentation, des des Pêches et de Pêches l'Alimentation du Québec. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des différences d'organisation par rapport aux autres provinces? Parce que là, on parle du marché canadien avec le top 5. Puis là, tu arrives avec des lois québécoises, autant par rapport à comment on fait nos choses, c'est quoi nos lois, c'est quoi notre bureaucratie sur l'alimentation. Oui, bien c'est sûr que les règles au Québec sont différentes de celles qu'il va y avoir en Ontario, aux États-Unis ou ailleurs là, par rapport à la façon dont les légumes, les produits sont faits. Puis dans certains cas, on est défavorisé au Québec là, parce on s'est donné collectivement des règles environnementales qui sont sévères. Puis on est tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il faut aussi préserver l'environnement. Mais l'enjeu, c'est qu'on nous met en compétition contre des marchés qui, eux, n'ont pas le même niveau de règles. Puis la position des producteurs, c'est de dire, bien, c'est bien beau, on va investir pour respecter les règles qu'on se donne de façon en société. Mais il faut aussi soutenir nos produits québécois puis s'assurer aussi qu'on puisse avoir une plus-value pour tout ça. Une chose qu'on demande en lien avec ça, c'est tout simplement que l'institution publique, donc que ce soit les hôpitaux, les CHSLD, etc., achètent davantage de produits québécois plutôt que d'acheter des produits importés. Le gouvernement nous demande des règles, bien, la moindre des choses, ce serait d'acheter aussi une plus grande proportion là, de légumes du Québec. Là, tu parles aussi des écoles, j'imagine. Toutes les institutions publiques. Oui, mais le plus gros acheteur, c'est les hôpitaux, les CHSLD. Là. OK. Puis ces gens-là n'achètent pas nécessairement des produits québécois. Non, ça va être des produits importés. Parce qu'ils vont encore avec le prix, j'imagine. Ils vont avec le prix, c'est ça. Mais il faut casser le modèle. Puis, qu'est-ce qu'on peut demander? Puis là, tu me parlais aussi des mesures de sécurité ou de façon de travailler. C'est sûr que si tu importes aussi du Mexique ou d'autres pays, ben les mesures, les pesticides ou tout ce qu'on fait pour faire pousser peut-être plus vite nos fruits, nos légumes à l'extérieur, on ne le sait pas. C'est pas les mêmes règles. Les gens travaillent peut-être à 2 piastres par jour ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu peux te battre contre ça? Bien, on demande une équité. On demande une réciprocité des normes, s'assurer que les mêmes règles qu'on a ici soient aussi appliquées ailleurs, ou du moins qu'on valorise la production locale. On sait que ça ne sera jamais parfait, mais au moins, comme je le mentionnais, de valoriser, d'acheter, de promouvoir nos produits du Québec, ce serait la moindre des choses. On a-tu trop de règles si c'était peut-être justement la solution inverse, au lieu de respecter ce qu'on s'est bâti, de dire qu'on va en enlever un petit peu justement pour se mettre au diapason, parce que je pense qu'on n'est pas le plus gros par rapport à l'Amérique du Nord. Là. Non, c'est sûr, mais je pense qu'un nivellement par le bas, c'est pas la bonne façon de voir les choses du tout. En même temps, il y a les règles, puis il y a la complexité de leur application. C'est-à-dire que dans certains cas, la règle existe, mais les efforts pour l'atteindre, pour démontrer qu'on l'atteint, la paperasse qui est associée avec la règle devient vraiment très intense et difficile. Fait qu'on est d'accord avec les objectifs qui sont recherchés de façon générale, mais est-ce que ça peut être simple? Est-ce qu'on peut simplifier la paperasse, la lourdeur administrative, etc., pour que le producteur puisse passer plus de temps dans son champ à travailler plutôt qu'à remplir de la paperasse? Qui est de plus en plus le cas. Là. Fait que c'est ça qu'on demande, de simplifier les règles qu'on a déjà, pas de les enlever. Puis ça, c'est le Québec qui demande ça au Québec, dans le fond. Bien, les producteurs québécois demandent ça au gouvernement pour qu'on puisse continuer à bien produire, puis que ça soit fait un peu... Déloader un peu la machine. Bien, oui, puis ça va être bon pour les consommateurs, parce que si ça coûte moins cher produire les légumes, bien, il y a une partie qui va se répercuter jusque dans le prix que le consommateur paye à l'épicerie aussi. Là.
Outre la façon de travailler dans les autres pays sur l'Amérique du Nord, bon, il y a un certain personnage américain qui, des fois, prend des décisions, certains présidents, qui prend des décisions, Ah oui? puis, oui, OK. pas au courant, non? Il s'appelle Donald. OK. Je vais te le présenter, ben, peut-être pas. Et des fois, il peut influencer aussi le marché de l'alimentation avec des tarifs qu'il décide d'imposer. Ouais. Comment ça influence justement le marché? Parce que c'est... vous vivez au quotidien. Là. On mange à tous les jours. Il y a du transport à tous les jours, des achats à tous les jours. Bien, on a, je dirais, ça l'amène avant tout une grande insécurité. C'est très difficile de prendre des décisions d'affaires pour les producteurs qui se tiennent en n'ayant aucune idée qu'est-ce qui va se passer, puis avec quoi Donald va arriver comme tarif, comme situation. Fait que c'est ça qui fait le plus mal. Au niveau des légumes, on est sous l'entente là, au niveau nord-américain qui fait en sorte que présentement, les produits, les légumes peuvent circuler sans tarif. Il y en a qui ont été annulés. Je pense que dans le pire cas, c'est resté 2 jours, les tarifs. Le fameux champignon, l'autre jour qui a passé. Oui, les champignons, c'est un petit... Oui, ça nous a étonnés. Au Québec, on produit pas beaucoup de champignons, puis on n'exporte pas beaucoup. Fait que c'est davantage le marché ontarien là, que ça va venir pénaliser. Mais ce qui nous inquiète, c'est que si ça a été fait pour les champignons, ça se peut-tu que ça soit fait pour les oignons du Québec, pour les carottes du Québec? Qu'est-ce qu'on exporte le plus aux États-Unis, justement? Oignons, carottes, des choux, de la laitue. Il y a la moitié, entre, je dirais, le tiers et la moitié de la production québécoise, bon an, mal an, qui s'en va aux États-Unis. OK, quand même, la moitié. Oui. OK. Oui. Sur le marché, surtout du nord-est américain, c'est-à-dire Boston, New York, Philadelphie, Washington. C'est vraiment le marché qu'on vise parce qu'on n'est pas très loin. On parlait de coûts de transport. Ça coûte moins cher quand même en transport d'amener les produits du Québec que ceux du Mexique. Fait que ça nous amène quand même une certaine incertitude par rapport au maintien futur de ces marchés-là qui sont hyper importants pour les producteurs québécois. Puis, tu sais, le marché québécois ne serait pas capable d'absorber toute la production aussi qu'on fait en période estivale, puisqu'on ne produit pas en hiver. Alors, c'est essentiel là, qu'on garde à la fois un marché local fort puis un marché de l'exportation fort aussi. Là, ça se peut que demain matin, qu'il y ait un tarif de 20 pour aller vendre nos oignons au New Hampshire. Et ça serait une très mauvaise nouvelle. Puis, non, c'est ça. Oui. Donc, c'est pas excitant, c'est tout le contraire d'excitant. Ben oui, parce qu'à 20 de tarif, le producteur, ça lui fait 20 de moins dans ses poches, puis il mange complètement ses profits. Là c'est sûr qu'il va en perte. Fait que ça serait très, très difficile de maintenir là, l'industrie au complet maraîchère québécoise. Là. On est dépendant de la situation qu'il y a aux États-Unis. Fait qu'on croise les doigts, puis on espère qu'on va être capable de continuer puis de garder ça. En même temps, nous, on a aussi besoin des légumes des États-Unis en plein hiver, dans des périodes où est-ce qu'on ne produit pas. Alors, on les veut aussi chez nous sans tarif. Tu sais, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant là, que d'avoir un libre marché. Ce fameux accord d'entente qui devrait se renouveler dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Oui. On en parle beaucoup, mais on dirait que ça va être excitant là, à suivre. Là. C'est... Un peu angoissant. Oui, angoissant, c'est ça le mot. Oui. Puis ça, c'est quoi les mesures que vous avez prises pour essayer de désengorger le système de votre côté, dans votre univers? Tu ne peux pas faire de moyens de pression, tu ne peux pas te mettre en grève, tu travailles avec les gens qui te font confiance. Bien, on travaille de proche avec les ministères. C'est vraiment ça. On a des groupes de travail avec le ministère de l'Environnement, avec le MAPAC aussi, pour identifier comment est-ce qu'on pourrait simplifier les choses. Puis on essaie de le faire à travers la réglementation, à travers les mesures administratives. Tu sais, c'est pas toujours évident, mais on avance là-dessus. Peut-être pour rendre ça un petit peu plus précis, là, un cas sur lequel on travaille beaucoup, c'est les eaux de lavage des légumes. C'est-à-dire que les producteurs, pour faire des belles carottes comme ça, elle a été lavée là, dans de l'eau, cette carotte-là, pour arriver aussi propre que ça dans vos sacs de carottes. Puis, c'est de l'eau avec la terre, en fait. Puis, il y a des règles de traitement de cette eau-là qui peut s'assimiler là, à du traitement, par exemple, d'une municipalité ou autre. Puis, on dit au gouvernement, c'est pas possible pour une petite ferme familiale d'avoir les mêmes règles de traitement des eaux qu'une municipalité. Y a-t-il moyen d'améliorer ça, de traiter notre eau, mais pas au même niveau, puis pas avec des aussi gros investissements. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ce serait de laver les carottes simplement avec de l'eau qui n'est pas nécessairement de la municipalité.
Bien, c'est pas ça. C'est De qu'il l'eau faut que le traitée. producteur fasse lui-même son système de traitement. OK. Oui, OK. c'est ça l'affaire. Fait qu'un système de traitement des eaux usées sur une ferme, ça peut être excessivement coûteux. Fait qu'on dit, bien, y a-t-il moyen de s'entendre sur une façon plus simple de faire les choses, moins de démarches. Dans ce cas-là, il leur faut une autorisation, ça prend plusieurs années à obtenir. Tu sais, c'est très, très Ce qui lourd là, est pour les aussi entreprises. paradoxal au bout du compte, c'est que tu sais, la carotte qui est parfaite et qui vient du Mexique, exemple, A été lavée là-bas aussi. lavée avec quelle sorte d'eau, on ne sait pas, puis on ne saura Exactement. pas. Là. Ouais. Puis finalement, c'est toujours le prix qui compte au bout du compte. C'est ça. Eh bien, bonne chance. Merci. On a des beaux défis Bon appétit. à relever. À vous aussi. J'espère que vous allez manger des légumes québécois. Des- Puis pensez à juste nos des beaux. producteurs. Des beaux légumes québécois. Vous pouvez manger les moins beaux Ouais. aussi, hein? Si les chevreuils en mangent. OK. On va aller faire ça. C'est ça. Merci. Merci, Fred.